La richesse ou la pauvreté, à mon avis, est d'abord une question d'identité. Alors, le pauvre, c'est celui qui développe des habitudes de pauvreté qui vont continuer à le maintenir dans la pauvreté. Bienvenue à l'émission Vivre libre, passionné et heureux. Nous sommes rendus à l'épisode 13 et l'épisode d'aujourd'hui porte sur les 5 top secrets des riches pour bâtir une richesse intergénérationnelle que les pauvres ignorent. Alors, avant de commencer cette émission, je voudrais signaler que cette émission est sponsorisée par SmartLink Capital et d'ailleurs, nous sommes dans les bureaux de SmartLink Capital, l'entreprise de tête qui conduit nos activités. Alors, je rappelle que SmartLink Capital a pour mission de contribuer au développement de champions africains intergénérationnels. Et c'est donc pourquoi, à juste titre, nous avons choisi d'associer l'image de SmartLink Capital à l'épisode d'aujourd'hui, dont le thème principal porte sur la construction de la richesse intergénérationnelle. Alors, parlant de richesse intergénérationnelle, on a souvent observé, et j'aime à le dire, j'ai passé 18 ans à la banque commerciale, n'est-ce pas? J'ai passé 18 ans à la banque commerciale et ça m'a donné de voir des personnes, des véritables créateurs de richesse. Et d'ailleurs, je travaillais pour une banque qui avait fait de son activité un des creusets, un des éléments moteurs d'encouragement de l'initiative privée. Donc, c'était une banque qui œuvrait à fabriquer, à accompagner davantage de champions africains. Alors, quand on parle de richesse, très souvent, il y a des gens qui s'y méprennent. Donc, je voulais faire une distinction rapidement pour clarifier deux notions. La notion de riche et de pauvre. En réalité, il ne s'agit pas de traduire comme dans la pensée populaire des personnes qu'on voit avec beaucoup de biens, qu'on classe comme les riches. Non, la richesse ou la pauvreté, à mon avis, est d'abord une question d'identité. Alors, le pauvre, c'est celui qui développe des habitudes de pauvreté qui vont continuer à le maintenir dans la pauvreté. Le riche, c'est celui qui développe des habitudes de richesse qui vont l'aider à construire en réalité une richesse intergénérationnelle comme on souhaite, n'est-ce pas? De manière très simple, j'ai connu pendant mon séjour à la banque beaucoup de pauvres qui touchaient 2 millions de francs par mois et qui dépensaient 2 500 000. Donc, contrairement à ce que vous pouvez penser, c'est des personnes qui avaient de grosses voitures, qui avaient de grosses maisons, mais touchaient 2 millions et dépensaient 2 500 000. De la même façon, pendant mon séjour, j'ai eu beaucoup de riches qui n'avaient que 500 000 de salaire, mais qui arrivaient à épargner 100 000 francs tous les mois. Donc, riche ou pauvre, ce n'est qu'une question d'état d'esprit, mais surtout une question d'attitude vis-à-vis de ce que nous produisons chaque mois. Alors, ça, c'était pour ceux qui sont des salariés, n'est-ce pas? Mais au quotidien, j'ai eu à côtoyer davantage de personnes qui étaient de véritables entrepreneurs. Et de début des années 2000, où je suis entré dans la banque jusqu'à pratiquement 20 ans après, on a vu dans le temps beaucoup de champions africains, beaucoup de clients qu'on a aidés pendant qu'on travaillait à la banque, qui ont doublé, triplé, multiplié par quintuplé, si on veut, ou décuplé leur activité. Il y a eu parmi eux des fortunes diverses. Il y en a qui ont travaillé à devenir de véritables champions, mais pour beaucoup, c'était un peu en dents de scie. On monte, on fait quelques milliards de chiffres d'affaires et puis on retombe. C'est une question qui m'a toujours taraudé l'esprit. Je me suis dit, mais pourquoi en Afrique, on n'observe pas des vrais champions qui vraiment vont sur la durée? Comme on voit ailleurs, comme on voit en Occident, comme on voit en Orient. Vous savez, la tradition japonaise, en Afrique, on utilise beaucoup de véhicules japonais, n'est-ce pas? C'est des véhicules qui durent depuis des décennies, des cinquantaines et même au-delà. La même chose en Europe et ainsi de suite. Mais en Afrique, on voit des champions qui viennent, mais soit ils tiennent pendant la vie du bâtisseur principal et juste après, tout va retomber. Donc, mon expérience me montre qu'il y a très peu de champions africains intergénérationnels. Peut-être qu'il y a beaucoup de champions qui se battent chaque jour, mais il y a très peu qui traversent le cap d'une génération et passent la main à la génération suivante qui prend le flambeau et peut-être poursuit l'œuvre et va même beaucoup plus loin que ce que les premiers pères fondateurs ont fait. Donc, ça nous intéresse quand même de nous arrêter et de parler de cette richesse intergénérationnelle-là. Comment est-ce qu'on peut la bâtir, la construire petit à petit et la transmettre? Et comme on dit souvent, et Jim Rohn le dit souvent, le succès laisse des indices. En réalité, le succès laisse des indices. Ça veut dire que s'il y a des personnes qui arrivent à le faire, c'est que certainement ces personnes ont des choses qu'elles font que les autres qui n'arrivent pas à le faire ne font pas. C'est vrai que le contexte africain peut être particulier, n'est-ce pas? Parce qu'en Afrique, quand même, il y a l'impact des problèmes sociopolitiques et économiques. On veut tous bâtir une richesse pour traverser les générations,
mais on a un héritage qui vient du passé. C'est vrai qu'on a un héritage colonial. Il y a des systèmes qui ont été mis en place pour ne pas faciliter l'initiative locale. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dénier cela. Deuxièmement, on a beaucoup de nos pays, que ce soit en Afrique centrale, en Afrique de l'Ouest ou dans d'autres parties de l'Afrique, qui ont connu beaucoup d'instabilité politique et économique. Quand il y a des guerres, des coups d'État et tout, il y a des personnes qui essaient de travailler un matin à cause des grèves, des guerres et tout. On vient saccager, saboter et détruire complètement la richesse que cette personne construisait. Troisièmement, il y a aussi le manque d'éducation financière. Dans d'autres pays, les choses ne sont pas laissées au hasard. Il y a quand même des efforts qui sont faits consciemment pour essayer d'éduquer les gens financièrement sur comment créer de la richesse, comment la maintenir, comment la passer. Il y a très peu de cela. D'abord, globalement, dans notre pays, il y a encore un problème d'éducation et encore plus grave, un problème d'éducation financière. Donc, il y a un quatrième facteur qui peut impacter la création de richesse dans nos pays, c'est le faible accès aux services financiers. Beaucoup de couches de personnes, pourtant très dynamiques, restent encore énormément dans l'informel. Donc, on apprécie le grand travail qu'il y a eu dans plusieurs pays africains pour essayer de financiariser beaucoup de couches. Mais ça, ce n'est que le point de départ. Nous parlons véritablement de dire comment est-ce que ces personnes-là peuvent déjà, un, accéder au système financier, deux, construire une richesse, et trois, faire en sorte que la richesse puisse leur survivre et que les enfants prennent le relais. Donc, ce côté de faible accès aux services financiers, même s'il a connu une amélioration importante au cours des 10-15 dernières années, il reste que ça a été quand même un frein à relever. Dans beaucoup de pays aussi, il y a des problèmes de gouvernance et de corruption. C'est vrai dans nos pays. On ne va pas le nier, mais c'est des éléments qui sont liés à notre environnement. Et plus encore, dans notre environnement, il y a des aspects financiers, des aspects juridiques et judiciaires. Alors, il y a beaucoup de défis quand on essaye d'aller dehors, d'aller créer de la richesse, d'avoir une entreprise, de pouvoir en faire un véritable fleuron, n'est-ce pas? L'environnement financier n'est pas toujours structuré pour avoir toutes les composantes qu'on a ailleurs pour accompagner le développement de l'entreprise. Ça, c'est vrai. Les aspects juridiques, la difficulté à parfois avoir des contrats qui soient totalement respectés peut être un problème dans les pays africains. Et encore plus l'environnement judiciaire. Une fois que vous avez un contentieux entre des personnes qui font le business, beaucoup de pays ne sont pas toujours favorables à pouvoir faire que les choses puissent se régler de manière totalement transparente. Alors, par rapport à toutes ces contraintes que je viens de mentionner, par rapport à tout cet héritage du passé, par rapport à toutes ces contraintes de l'environnement financier, juridique et judiciaire, nous avons deux choix. On a deux choix. Soit on se replie complètement sur soi, on reste dans sa zone de départ, je ne sais pas, je pars d'un pays ou d'une zone et je me concentre dans cette zone avec ses problèmes, ça c'est une attitude. Ou bien on se dit, peut-être que l'héritage colonial a affecté certains pays plus que d'autres. Peut-être que le système de gouvernance a affecté certains pays à un moment donné plus que d'autres. Est-ce qu'il ne serait pas temps peut-être de dire, je vais voir à côté d'un pays, un autre pays pour aller saisir d'autres opportunités en Afrique? Ça veut dire qu'au-delà de toutes les contraintes que nous avons, je pense que c'est aussi toujours des opportunités d'aller sortir de sa zone de confort, de sa zone traditionnelle où on a évolué en matière de business et d'aller voir ailleurs. Peut-être qu'un entrepreneur qui vient d'une zone francophone, je prends le cas peut-être de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun, pourrait s'intéresser à se lancer dans un pays anglo-saxon. Peut-être que si on est en Côte d'Ivoire, on peut avoir une activité en Côte d'Ivoire et essayer de voir pourquoi pas comment ça se passe du côté du Ghana. Peut-être que si on est au Cameroun, on peut partir du Cameroun et essayer de voir qu'est-ce qui se passe au Nigeria. Peut-être que si on est au Nigeria, on peut aussi faire la même chose, n'est-ce pas? C'est peut-être l'occasion aussi de dire l'environnement ne doit pas être un frein à pouvoir aller construire cette génération-là. Quels que soient les problèmes qu'on a, ils nous rendent encore plus forts pour partir en capitalisant sur cette expérience-là pour aller voir dans d'autres pays. Donc voilà pour planter un peu le décor, pour dire que la richesse intergénérationnelle, construire une entreprise, construire une richesse et pouvoir la passer. En Afrique, ce n'est pas toujours la chose la plus facile, mais c'est la chose que nous devons faire. Parce que si nous, Africains, nous ne le faisons pas, personne d'autre à notre place ne le fera. Donc, voilà. Maintenant, je vais rentrer dans les 5 secrets qui, à mon avis, d'après mes recherches, peuvent être observés comme très caractéristiques chez la plupart de ces grands bâtisseurs de fortune intergénérationnelle. Le secret numéro 1 qu'on voit en commun chez toutes ces personnes, c'est l'investissement à long terme. Vous savez, à la banque, j'avais souvent l'occasion d'échanger avec certains de mes clients et je leur demandais où est-ce que vous pensez que votre activité sera dans 2, 3, 4 ou 5 ans. Et la réponse était chez 80% de ces personnes, je ne sais même pas qu'est-ce que je vais faire dans 3 mois. Et là, tu me parles de 3 ans, 4 ans ou 5 ans. Donc, en fait, on a une réelle capacité à ne pas se projeter.
Pourtant, on voit que ces personnes-là qui arrivent à bâtir ces empires, qui ne sont pas forcément des empires multimilliardaires, non, qui peuvent être des empires moyens, des PME, mais qui traversent, ou des PMI, mais qui traversent le temps. Donc, il y a cette capacité à avoir, à se projeter sur le long terme. Vous savez, quand on se projette sur le long terme, on travaille avec une véritable stratégie de long terme. On ne saisit pas les opportunités rapidement qui se présentent, la tactique. Vous connaissez quelqu'un, si on vous donne un marché, là-bas vous avez un contrat dans une telle entreprise parce que vous connaissez quelqu'un. Ça, c'est des aspects tactiques. On essaie de travailler sur le court terme, on fait plusieurs actions non coordonnées et on fait ce qui est dans l'air du temps. En fait, ces personnes-là ne sont pas en général comme ça. Quand on a un vrai visionnaire, quand vous voyez quelqu'un qui a bâti une fortune, il se trace un chemin sur le long terme et toutes ses actions sont coordonnées pour pouvoir se projeter véritablement à long terme. Donc, on remarque que de manière très claire, leur stratégie va les amener à investir dans des actions, dans l'immobilier ou dans des fonds indiciels. Donc, même quand ils vont en bourse, ils ne vont pas aller prendre des entreprises individuellement. Non, non. Ils vont aller essayer d'investir sur la voie qui est la plus sûre pour apporter à long terme. Donc, il ne faudrait pas qu'on minimise le pouvoir de ce long terme-là. Mais pour qu'on y arrive, que vous puissiez avoir ce secret-là, pouvoir l'appliquer chez vous, pouvoir avoir une stratégie, une vision d'investissement à long terme, il y a deux composantes importantes. Il y a la patience qu'il faut intégrer. Il faut qu'on arrive à renforcer vraiment notre patience, ne pas vouloir tout de suite la satisfaction de nos actions immédiates. Et deuxièmement, la discipline de maintenir cette patience-là et de continuer à travailler avec la même rigueur, même quand on a progressé. Chez ces personnes-là, on a observé cela. Donc ça, c'est le secret numéro 1. Le secret numéro 2 de la richesse intergénérationnelle, c'est la diversification intelligente. Je m'explique. La plupart du temps, on voit des personnes qui commencent dans leur business et ont une activité qui est florissante, mais tout de suite se mettent dans 10 activités à la fin de manière désordonnée, il n'y a rien. Non, non. Ceux qui arrivent à bâtir une véritable fortune intergénérationnelle, une véritable richesse qui traverse les générations, ils ont certainement le principe de la diversification. Pourquoi? Parce que, comme la sagesse africaine le dit, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Alors, quand on le dit ainsi, certaines personnes disent oui, il ne faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, mais le font sans tenir compte d'un certain timing. Ces personnes qui bâtissent de véritables empires n'ont jamais commencé avec la grosse diversification que nous voyons aujourd'hui. Non. Elles savent qu'à terme, il faut ne pas mettre tous ces œufs dans le même panier, mais il faut savoir quel est le timing. Qu'est-ce que je fais maintenant? Qu'est-ce que je fais après? Qu'est-ce que je fais beaucoup plus tard? Donc, ça, c'est très important. Quand on est jeune, il y a des choses qu'on peut se permettre, n'est-ce pas? Il y a des risques qu'on peut prendre. On peut prendre plus de risques, n'est-ce pas? Quand on parle de panier, le panier de la croissance, un panier agressif, quand on est encore plus jeune et qu'on peut se permettre d'échouer et de recommencer, ils mettent beaucoup plus de ressources dans ce panier-là parce qu'ils se disent, OK, je suis jeune, je ne perds rien à essayer, à prendre des risques dans un nouveau secteur, dans un nouveau pays, mais j'y vais à fond, je mets assez de moyens, sans oublier les autres. Mais je privilégie un secteur qui prend peut-être un peu plus de risques. Quand on arrive à traverser 5, 10 ans, 15 ans, on commence à se dire, maintenant on a quand même une certaine base, maintenant aussi on prend de l'âge, 20 ans après, on n'est pas aussi agressif, on ne peut pas se permettre de tout recommencer encore maintenant. Donc on commence à rééquilibrer un peu les paniers. Tous ces œufs ne sont plus dans le seul premier panier en majorité et on commence à rééquilibrer vers le deuxième panier des activités qui sont beaucoup plus stables, qui sont un peu des vaches à lait, qui sont des activités autour desquelles vont graviter l'essentiel des activités du groupe. Et quand on va vers le troisième âge, on commence à se dire qu'il faut préparer la succession. Donc, il faut investir dans des activités de moins en moins risquées, de moins en moins spéculatives. Donc, autant on prend le principe de diversification, autant il faut savoir le timing et tenir compte de ses capacités à un moment donné. Et ça, c'est important. Il y a 3 caractéristiques, 3 stratégies qui sont communes qu'on observe chez ces personnes-là qui bâtissent des fortunes intergénérationnelles. Elles ont 3 choses en commun. La première, c'est qu'elles ont toutes bâti un business qui est structuré. Je ne dis pas n'importe quel business. Pour savoir si vous avez un business structuré, dites-vous que si demain vous n'êtes pas là, si par exemple vous vous déplacez pendant 3 mois, pendant 6 mois, pendant 1 an, qu'est-ce qui va se passer à votre business? Ces personnes-là arrivent à structurer de manière qu'elles puissent mettre en place des systèmes bien en place et des hommes capables de gérer ce système-là. Donc, caractéristique numéro 1, un ou plusieurs business structurés. Caractéristique numéro 2 de leur stratégie, c'est le placement. Ces personnes se disent, oui, j'ai un bon business, il est très bien, il fonctionne parfaitement. Même sans moi, je peux me déplacer pendant 1 an, il va fonctionner. Mais comme dans l'activité économique, parfois il y a des cycles
il faut que j'apprenne à prendre mon argent que je mettrai aussi au travail. C'est-à-dire qu'il faut mettre une partie d'argent au travail dans les systèmes d'autres personnes. Et ça va être dans quoi? Ça va être en termes d'action. C'est-à-dire que ces personnes, on voit qu'elles ont des actions dans d'autres entreprises structurées. Elles ont des obligations avec des entités étatiques ou d'autres entreprises cotées ou d'autres entreprises assez solides. Et des entreprises qui sont structurées, qui sont crédibles et surtout qui sont solvables. Parce qu'il y en a qui sont structurées, qui sont crédibles mais qui ne sont pas forcément solvables. Ces personnes placent leur argent au travail de manière à avoir un retour en termes de rentabilité de leur argent placé. Et la troisième chose que ces personnes-là, ces champions, ceux qui bâtissent des bâtisseurs des fortunes intergénérationnelles ont en commun, c'est l'immobilier. Vous savez, toutes ces personnes que vous voyez qui grandissent et qui passent à la prochaine génération, comme je dis, premièrement, ont un business structuré, deuxièmement, ont appris à investir, à placer leur propre argent dans les entreprises structurées, et troisièmement, ont investi dans l'immobilier. Alors, c'est vrai qu'il y a des avantages, n'est-ce pas? En termes de diversification, je ne mets pas tous mes œufs dans le seul panier de mon entreprise, je mets une partie à travailler, je mets une partie dans l'immobilier, qui n'est pas forcément un immobilier professionnel. Donc, mais deuxièmement aussi, j'essaie d'optimiser mes rendements, parce que le couple risque-rendement va ensemble. Donc, on voit que chez eux, ces personnes essaient d'appliquer cela et malheureusement, ce n'est pas toujours courant chez nos champions africains. On voit nos champions qui bâtissent des entreprises, des géants, des entreprises qui sont louables, qui emploient beaucoup de personnes, mais au lendemain du décès du principal acteur, du principal créateur de ce véhicule-là, il y a la catastrophe. Alors, la question qu'on peut se poser, à vous qui êtes en train de bâtir des entreprises africaines, à nous qui sommes en train de vouloir accompagner, nous qui sommes en train de bâtir ces fortunes, ces entreprises-là, qui seront aussi des fleurons africains demain. Est-ce qu'on privilégie le volume ou bien on privilégie la pérennité du business? De manière pratique, ça c'est quoi? Est-ce que vous préférez, par exemple, bâtir une entreprise qui va pouvoir réaliser 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de chiffre d'affaires ou peut-être 1 milliard de bénéfices et pouvoir le faire sur 50 ans, ou bien une entreprise qui va faire 5 milliards, 10 milliards de bénéfices dans 3 ans, mais dès que vous êtes malade pendant 1 an, l'entreprise tombe à zéro. Vous savez, ces personnes qui ont réussi à bâtir ces fortunes, à un moment donné, n'ont pas toujours privilégié le volume. Elles privilégient le volume seulement si, en privilégiant le volume, ça permet également de privilégier la pérennité. En fait, la pérennité est le facteur numéro 1. Qu'est-ce que je mets en place comme structure qui va me survivre? Ça veut dire que ce n'est pas parce que je gagne des marchés aujourd'hui de beaucoup de milliards que ça veut dire que j'ai une entreprise viable. Et d'ailleurs, pour tester souvent, j'ai souvent suggéré et proposé à plusieurs des clients que je gérais d'ouvrir dans un autre pays. Et là, tout de suite, on comprenait, non, je ne peux pas parce que je ne connais pas des gens là-bas, je ne connais pas, est-ce que je peux envoyer des éléments ici? Non, je ne sais pas, il va falloir que j'aille là-bas. Ça veut dire qu'on n'a pas encore de système là où nous nous trouvons. Et je pense que si on veut vraiment avoir une entreprise qui va bâtir un champion qui va traverser une génération, bâtir une richesse qui va traverser une génération, il faut qu'on pense un moment à se soustraire de cela. On va revenir tout à l'heure dans la partie de la transmission, mais là, il faut commencer déjà par diversifier. Aussi bon soit votre business, il faut investir, il faut placer de l'argent, il faut investir dans l'immobilier. Le secret numéro 3, c'est l'éducation financière familiale. Chez les riches, dans des familles, des grandes familles de riches qu'on connaît, l'éducation financière commence dès le plus jeune âge. Il n'est jamais trop tôt pour apprendre aux enfants comment fonctionne l'argent. Et on essaie d'inculquer les compétences financières à tous les membres de la famille. On apprend que l'argent là se crée d'une certaine façon, que c'est le service qui crée l'argent. Donc, ils prennent du temps vraiment à investir parce qu'ils savent que c'est un investissement qui va payer à terme. Quelqu'un avait dit à quoi sert l'argent dans la main d'un insensé. Très souvent, vous voyez des personnes qui bâtissent de grosses fortunes. Quelques mois après, ça retombe dans la main de quelqu'un qui n'est pas préparé, un insensé justement, qui va la dilapider le temps de quelques mois simplement. Donc, vous aurez mis beaucoup d'efforts à bâtir cette fortune-là, mais s'il n'y a pas un travail d'éducation qui précède la transmission, en fait, tout ce que vous avez bâti, tout ce que nous aurons bâti sera voué à l'échec. Alors, donc c'est important pour nos familles, pour nos proches, pour nos enfants, de comprendre comment est-ce qu'on gagne de l'argent, comment est-ce qu'on arrive à gérer de l'argent, comment est-ce qu'on fructifie de l'argent, comment est-ce qu'on consomme. C'est vrai qu'on produit, mais comment est-ce qu'il faut consommer? Tout ça, ça prend. Comment à un moment, il faut laisser partir de l'argent pour pouvoir nous redonner de la productivité et peut-être même de l'épanouissement. Et ça, c'est ce que Dark and Business Coaching enseigne dans l'essentiel de ses programmes. Tous les programmes sont d'abord orientés à vous aider à travailler davantage vers votre épanouissement. Il faut qu'on arrive souvent à laisser partir une partie de l'argent pour recevoir davantage d'épanouissement. Et surtout, il faut apprendre à donner. Donner, c'est un art. C'est pas parce qu'on, c'est pas distribuer
de manière désordonnée qui veut dire qu'on est capable de donner. Tout ça, les riches savent éduquer leurs enfants. Ils s'éduquent eux-mêmes et ils savent éduquer leurs enfants sur gagner, gérer, fructifier, consommer, laisser partir et surtout savoir organiser la façon dont ils vont donner leur argent, la façon dont ils vont assister et donner et contribuer à aider d'autres personnes. Alors, il y a également cette mentalité-là qu'il faut développer chez les personnes. Vous allez vous rendre compte que les personnes qui sont des familles, de ces grandes familles, de ces familles qui transmettent des richesses de génération en génération, ont une mentalité de producteur, non pas forcément une mentalité de consommateur. Ils travaillent d'abord à avoir une vraie mentalité de producteur. Chez les autres, chez la plupart d'entre nous, mais on est des consommateurs. On est éduqués en sachant que l'argent sert à être dépensé. Quand on le gagne, on le dépense en achetant des vêtements, en achetant des téléphones qu'on ne mérite pas, en achetant des véhicules, voilà, toutes sortes de biens, des gadgets électroniques qu'on ne mérite pas. Pourquoi? Parce que nous savons que l'argent est fait l'argent est physique d'ailleurs, alors qu'en réalité, même depuis, pour ceux qui sont des croyants, savent que l'argent est forcément spirituel. Donc, on sait qu'on doit être capable de produire avant de pouvoir consommer. Et vous savez, au fur et à mesure qu'on arrive à le faire, quand vous êtes éclairé, quand vous êtes éduqué, vous arrivez à travailler votre capacité de décision. Devant une décision, c'est plus forcément seulement les émotions, c'est pas seulement les impulsions qui vous amènent à décider. Ces personnes arrivent à éduquer leurs enfants à prendre des décisions, à se tromper, à corriger et à progresser. Et ça, c'est vraiment important à faire si on veut laisser des personnes qui sont préparées. Il faut faire ce travail de fond, ce travail d'éducation financière au niveau de la famille. Le secret numéro 4, c'est la collaboration et la communication intergénérationnelle. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire qu'il y a un bâtisseur, il y a des enfants, il y a peut-être 2 générations, parfois 3 générations. On va apprendre à dire comment est-ce qu'on collabore ensemble. Est-ce que c'est d'abord important de collaborer? Vous savez, je discute souvent avec quelques amis et on se pose souvent la question, pourquoi les Juifs et les Libanais réussissent à impliquer la famille dans les business et nous les Africains, tout ce qu'on essaie de faire échoue. Observez très bien comment les Juifs travaillent, observez très bien comment les Libanais travaillent. Si un Libanais a un business ici, sa femme ne va pas être loin, son fils, son cousin, son neveu, même le fils qui a 5 ans va se retrouver à passer ses week-ends à l'usine, dans la boutique, à savoir comment fonctionne le business. Petit à petit, c'est ce qui va se passer. Un Africain qui a réussi, peut-être qui a réussi à lancer un business, qui gagne quelques milliards en Afrique, la meilleure chose qu'il va faire, il va envoyer ses enfants dans les meilleures universités, aux États-Unis, en Angleterre ou dans d'autres pays occidentaux. L'enfant va faire de très grandes études. En vacances, il va l'envoyer en Côte d'Azur et dans d'autres pays exotiques. L'enfant ne sera jamais éduqué à venir à l'usine, qui est l'activité, le cœur de l'activité des parents. Il ne sera pas impliqué, il n'aura pas de stage de vacances là-dedans. Il sera un véritable étranger dans l'activité de ses parents. Il va travailler pour des multinationales en Occident. Et un matin, le père va lui demander, après 25 ans, sentant ses forces s'affaiblir, à l'enfant de venir prendre les rênes. Mais vous demandez à un étranger de venir prendre les rênes d'une entreprise qu'il ne connaît pas, il ne connaît pas les contraintes de l'entreprise, il ne connaît pas comment vous traitez le personnel, il sera une catastrophe pour cette entreprise. Et d'ailleurs, il va vous dire, papa, je suis bien là où je suis, je travaille, je gagne bien ma vie, je n'ai pas envie de venir. Donc, il faut qu'il y ait cette collaboration-là, qui naisse dès le départ, qu'il y ait une communication avec les différentes générations. Si on veut que ce soit efficace, il faut qu'on arrive à les impliquer davantage. Il faut qu'il y ait davantage d'occasions de partager les connaissances. C'est ce qui se passe dans ces grandes familles-là. Partage de connaissances, d'expériences. Voici les difficultés qu'on a eues dans l'entreprise, voici comment on les a gérées. Voici les idées que nous sommes en train d'explorer maintenant. Voici la vision que nous avons à 10, 20, 25 ans, 50 ans. Il faut que les bâtisseurs prennent le temps de parler à ces enfants qui doivent être à côté et que plusieurs membres de la famille soient véritablement impliqués dans cette collaboration-là et dans cette communication. Regardez même autour de vous, si vous voyez bien des parents qui ont été des promoteurs de collèges, il y a eu plusieurs promoteurs de collèges. Certains, à leur décès, on voit les collèges qui continuent, à leur décès, le collège va tomber. Ceux qui continuent, c'est ceux qui ont impliqué les enfants, leurs épouses, certains parents, certains proches qui ont compris la vision dans laquelle ils avaient travaillé. Et ce sera beaucoup plus facile parce qu'ils étaient déjà habitués. Ceux qui géraient tout seuls, à leur décès, malheureusement, j'avais un client, par exemple, quand il est décédé, les comptes ont été bloqués, le lendemain, on ne pouvait pas payer les professeurs. Imaginez ce qui va arriver. Sa femme ne pouvait rien, elle est venue là, mais elle ne pouvait rien faire parce qu'elle n'était pas dans la gestion. Donc, ça, c'est important. Nous qui voulons bâtir de véritables champions, qui voulons copier ce que certaines personnes ont fait pour transformer des continents ailleurs. Vous savez, dans les pays comme l'Italie, comme l'Allemagne, cette culture des PME qui sont devenus de véritables champions,
est vraiment ancré en Italie, en Allemagne, au Japon, en Inde et même en Chine. C'est ça qui a contribué à voir des champions se détacher et surtout se maintenir sur la durée. Au-delà d'autres peuples comme les Juifs et les Libanais dont j'ai parlé tout à l'heure. Nous, les Africains, nous avons encore beaucoup de choses à faire. Personne n'empêche qu'on aille copier. Nous voulons réussir en business. Copions ce qui marche chez d'autres personnes. Copions des bons exemples, pas des mauvais exemples. Copions les bonnes attitudes. Impliquons la famille. Impliquons d'abord nous-mêmes personnellement. Plusieurs de nos amis veulent être des grands cadres dans les entreprises, mais en même temps de grands entrepreneurs. Ils veulent ouvrir de grands restaurants, des entreprises qui vont traverser le temps, mais ils veulent rester dans leur bureau. Est-ce qu'un Juif ferait ça? Non. Est-ce qu'un Libanais ferait ça? Non. Si vous voulez bâtir une entreprise qui va véritablement perdurer, soyez la pièce maîtresse de l'activité au début, construisez le système vous-même, impliquez les membres de la famille et préparez la transmission de l'activité petit à petit, en même temps qu'on commence à investir aussi dans d'autres biens comme l'immobilier. Alors, le secret numéro 5, c'est une planification successorale solide. En Afrique, on a vu beaucoup de milliardaires. Je parle aussi du cas du Cameroun que je connais. On a eu beaucoup de milliardaires légendaires et qui ont marqué le temps, qui ont marqué 50 ans de l'activité économique. À leur décès, ça a été la catastrophe. Bien qu'il y ait des enfants suffisamment éduqués, bien qu'il y ait des personnes autour d'elles, on se demande qu'est-ce qui se passe. Pourtant, ailleurs, ça se passe et ça se transmet de manière douce. Voilà, donc il est vraiment important d'apprendre à préserver cette richesse-là. On ne peut pas bâtir un empire pour que 50 ans après, quand on est parti, les enfants se divisent encore plus que jamais. Les enfants engagent des procès à répétition. Ces personnes qui arrivent à bâtir ailleurs prennent également des précautions pour que la succession, la transmission se fasse de manière vraiment en minimisant les problèmes qui peuvent arriver pendant la transmission pour pouvoir réellement préserver la richesse familiale. Alors, il y a différents éléments qui peuvent arriver, qui peuvent aider, qu'on observe chez les personnes qui réussissent. Il y a différents éléments qui aident. La première chose, c'est qu'il y a les testaments. Vous savez, en Afrique, dans les temps anciens en Afrique, on parle souvent de la tradition de l'oralité, n'est-ce pas? Mais vous allez vous rendre compte que nos grands-parents avaient toujours deux choses en commun. Premièrement, ils avaient des personnes très proches d'elles, des personnes de confiance. Et ces personnes de confiance étaient vraiment astreintes à un grand degré de confidentialité. Ça veut dire quoi? Ces personnes, de leur vivant, avaient un ami qui connaissait exactement comment les choses vont se passer une fois qu'elles ne seront pas là. Et sur le plan traditionnel, on veillait à ce que ça se passe comme ça. Aujourd'hui, malheureusement, ça ne se passe plus assez comme ça, assez de la même façon, parce que le monde moderne est venu, on a de plus en plus de biens, des enfants éduqués, parfois de plusieurs moments, les problèmes peuvent se préparer. Alors, est-ce qu'on peut arriver à faire le testament? La mort continue de faire peur chez nous en Afrique. La mort, c'est un sujet tabou. On a un multimilliardaire, la plupart du temps, parfois, on ne pense pas qu'on va mourir et donc on ne peut pas faire de testament. On est des hommes. La seule chose qu'on sait, c'est qu'on va partir, mais on ne sait pas quand et comment. On sait qu'on va tous partir. D'ailleurs, on dit que la vie est tellement risquée que personne de nous ne sortira d'ici vivant. Donc, si on a bâti une fortune, si on a mis 10, 20, 30, 40, 50 ans à bâtir une fortune et qu'on parte sans pouvoir avoir un testament, en fait, c'est beaucoup plus de problèmes que nous avons créés. Donc, le premier élément qu'on voit qui vient intervenir dans la planification successorale, c'est le testament. Le deuxième élément qu'on voit, je vais d'abord dire, c'est les fiducies. Ce que les anglo-saxons appellent, aux États-Unis, ils appellent ça les trusts. Il y a beaucoup de fortunés là-bas qui essaient de mettre en place des trusts. Une fiducie, c'est quoi? C'est simplement une structure juridique et financière dans laquelle un individu ou une entité, c'est-à-dire le constituant ou le fiduciant, transfère la propriété de certains actifs à un tiers qui est le fiduciaire pour pouvoir gérer au bénéfice d'un ou plusieurs bénéficiaires. C'est-à-dire quoi? Vous avez quelqu'un qui a une grosse fortune, par exemple, il va créer une fiducie et il va transférer. Parfois, c'est des transferts conditionnels. Le transfert est déclenché simplement, le facteur déclencheur, c'est le décès de la personne. C'est rédigé, mais tant qu'il a envie, ce n'est pas activé. Dès qu'il décède, automatiquement, les pouvoirs sont transférés à la fiducie et le fiduciaire va prendre en charge la gestion du patrimoine. Et ça permet de protéger et de transmettre les biens de manière structurée, de manière planifiée, tout en gardant aussi une certaine confidentialité et une gestion professionnelle de ce patrimoine-là. Donc, c'est vrai qu'en Afrique subsaharienne, en Afrique francophone subsaharienne,
les fiducies, dès qu'on les explique, qui fonctionnent bien dans les environnements occidentaux et qui fonctionnent déjà pas mal au Maroc et en Tunisie, ne sont pas encore très bien en place. Mais il y a des alternatives. Chez les grandes fortunes en Afrique francophone, on voit qu'il y a des holdings familiales qui sont mises en place, qui contrôlent l'essentiel du patrimoine des entreprises surtout. Mais pour certains de nos clients qu'on conseille, on les amène à constituer des sociétés civiles immobilières pour regrouper le patrimoine immobilier, parce que c'est important. On a souvent laissé du patrimoine en son nom propre, mais sachez que une fois que vous êtes décédé, tout est paralysé, on attend de liquider la succession. Alors qu'on peut très bien avoir une société civile immobilière qui porte l'essentiel des investissements immobiliers et facilite la répartition des actions entre les enfants et peut-être vos autres ayants droit. Donc voilà, on a quand même des alternatives, même si l'environnement n'est pas encore totalement fait. Et je pense que c'est une opportunité pour les professionnels de ce secteur-là, parce que la gestion patrimoniale reste encore un grand problème en Afrique francophone. Ce n'est pas encore assez professionnalisé. Quelques banques essaient de mettre en place des départements pour le faire, mais les vides restent importants. Donc il faut à la fois qu'on pousse au niveau de l'agenda politique pour qu'on ait un encadrement réglementaire un peu plus comme ailleurs pour pouvoir avoir de véritables fiducies bien structurés, mais en même temps, on a besoin de professionnels pour pouvoir être davantage aux côtés de ces champions-là qui peut-être ont bâti un grand patrimoine par une activité une entrepreneuriale, mais la préparation pour pouvoir organiser la succession, la transmission n'est pas toujours bien faite. Donc, chers amis professionnels, il y a du travail pour vous. Alors, le troisième élément qu'on peut voir qui intervient aussi dans la planification successorale, c'est aussi des assurances vie. Il y a des personnes ces multimilliardaires, certains d'entre eux organisent des assurances en affectant directement le bénéfice de certaines assurances. Ils disent par exemple, au cas où je ne suis pas là, j'ai souscrit une assurance, le bénéfice est peut-être 5 milliards, soit on reverse dans la fiducie un fonds commun pour gérer l'indivision de tout le patrimoine, soit on affecte des montants précis à des personnes sous certaines conditions ou pas. Donc, c'est aussi un élément qui est utilisé. Mais de grâce, il faut rapprocher-vous de véritables professionnels. Et vous qui aspirez demain à devenir comme ces personnes-là, c'est important dès le début, très tôt, de se rapprocher de véritables professionnels. Parce qu'il y a un vrai avantage, il y a de vrais avantages à une planification successorale. Pourquoi? L'objectif, c'est de faire une transition en douceur de la richesse d'une génération à l'autre. On ne peut pas travailler toute sa vie, travailler 10, 20, 30, 40, 50 ans. Que ce soit comme un dirigeant d'entreprise et accumuler beaucoup de patrimoine, que ce soit comme entrepreneur, avoir beaucoup d'entreprises et beaucoup de patrimoine, et à la fin de nos jours, ne pas voir une belle reprise par la génération suivante. Je pense qu'on aura œuvré en vain. Donc voilà les 5 secrets, les top 5 secrets de ceux de la richesse intergénérationnelle, de ces vrais bâtisseurs de la richesse qui traversent les générations. Donc, pour résumer un peu ce que nous avons dit aujourd'hui, on a parlé des 5 secrets. Le secret numéro 1, c'était l'investissement à long terme. Il faut qu'on apprenne à investir à long terme. C'est ces personnes-là qui vont loin, c'est parce qu'elles ont une vision qui dépasse leur propre vie, qui ont une vision à 25 ans, à 50 ans, à 100 ans. D'ailleurs, certains se projettent même à leurs fils et à leurs petits-fils. Le secret numéro 2, c'est la diversification intelligente. Il faut savoir le timing. Diversifier, oui, mais pas au tout début. Et à quel moment on prend plus de risques ou on prend moins de risques. Ça, c'est important. Le secret numéro 3, c'est l'éducation financière familiale. Si vous êtes le seul à savoir comment on gagne l'argent, comment on le maintient, comment on le fructifie et comment on le passe, après vous, malheureusement, ce sera la catastrophe. Donc, c'est important de votre vivant de pouvoir mettre en place des conditions pour que tout le monde monte en termes d'éducation financière. Le secret numéro 4, c'est la collaboration et la communication intergénérationnelle. Il faut apprendre à collaborer avec les différentes générations qui sont en place ou qui, à un moment donné, auront un rôle à jouer dans le patrimoine de la famille. Donc, c'est important très tôt qu'on essaie de les mettre dans les activités que nous faisons. C'est important qu'on essaie de s'asseoir pour parler de nos challenges, de nos expériences, de nos idées, de notre vision. C'est très important. Et le secret numéro 5, c'est la planification successorale solide. Nous comprenons qu'on va un jour mourir, mais ça ne doit plus nous faire peur. Les champions, préparons la prochaine génération. Il faut planifier pour pouvoir passer la main. Vous partez tranquille parce que l'œuvre que vous avez passé votre vie à bâtir va vous survivre. Je pense que c'est important de pouvoir mettre en pratique ces secrets-là et de progresser chaque jour. Voilà, et j'encourage les dirigeants d'entreprise qui sont ici, les cadres d'entreprise, les entrepreneurs et les bâtisseurs de la fortune africaine de continuer à travailler avec une vision
de long terme. Voilà, il faut qu'on améliore la capacité à pouvoir bâtir de vrais champions qui vont nous survivre. Voilà, c'était ce que nous avions à partager pour aujourd'hui. Et avant de partir, je voudrais annoncer le thème de l'épisode 14. L'épisode 14, on a parlé aujourd'hui de la richesse intergénérationnelle. Mais tout commence par l'épargne. Et contrairement à ce qui se dit, de plus en plus on a des personnes peu expérimentées qui sont sur les réseaux sociaux pour dire comment il n'est pas épargné ne sert à rien. Le thème de l'épisode 14 sera le pouvoir de l'épargne, démystifier 5 mensonges courants qui vous empêchent de devenir riche. Faites tout pour ne pas rater l'épisode de la semaine prochaine. À votre sérénité et à très bientôt. N'oubliez pas de cliquer ci-dessous pour vous abonner à notre chaîne et surtout d'activer la notification pour être avisé à chaque fois que nous allons mettre du nouveau contenu en ligne.